traumatisme. Je voudrais partager cette citation qui est « La vie, ce n'est pas d'attendre que l'orage passe, c'est d'apprendre comment danser sous la pluie ». Et c'est ça toute notre thématique, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut pas juste éviter d'avoir la pluie on aura. Bon, pour nous, la pluie, c'est une bonne nouvelle, mais dans d'autres cultures, la pluie, des fois, elle est un peu traumatisante. Mais justement, au lieu justement de se protéger de la pluie, c'est d'apprendre à danser sous la pluie. C'est de Sénèque que tout le monde, je pense, connaît dans la communauté à laquelle je m'adresse. Et donc, quelle définition donner à la résilience? Alors, au lieu de mettre beaucoup de mots, j'ai mis deux images, si vous permettez. La première image, c'est celle-là. Parce qu'il faut savoir que la résilience a été d'abord définie dans la physique. C'est-à-dire qu'on a déterminé un coefficient de résilience, c'est la résistance de certains matériaux. Vous savez qu'il y a des matériaux qui sont, comme vous le voyez ici, infilés dans un équipement de football. Ce filet, il est fait de manière à ce qu'il puisse supporter la force d'une balle et retourner à sa situation normale. Ça s'appelle une résilience physique. Si on avait mis du verre, le verre ne serait pas résilient. Si le verre n'est pas résistant, ce qui va se passer, c'est que le verre va casser et donc va se briser. Donc, il y a des matériaux physiquement qui sont résilients et d'autres qui ne le sont pas, comme on a vu dans cet exemple. Mais ça, c'est pour ce qui concerne la résilience physique. Mais la résilience physique se limite à juste le retour à la normale. Alors que pour la résilience au niveau individuel, qui a été pas découvert, mais mise en exergue il n'y a pas très longtemps, il y a quelques années, par certains psychologues et certains auteurs. Mustapha, est-ce que tu peux mettre en plein écran, en diapo? Ah, pardon, ouais. Merci. Alors que la résilience au niveau individuel ou psychologique, on parle de résilience, en fait, qui est déjà, comme on voit ici, une petite plante qui va se frayer un chemin dans le bitume, alors que justement, on pouvait comprendre qu'elle n'aurait aucune chance de s'en sortir de ce bitume qui est venu la couvrir, par d'abord faire face à ce bitume. Donc, quelque part, la nature a fait face à une situation qui pouvait sembler impossible. Deuxièmement, cette plante, quand je dis plante, c'est-à-dire que tout le vivant aussi, parce qu'on a parlé de la matière physique, et matériau physique, mais là on parle du vivant, parce qu'il y a aussi des animaux résilients. Elle fait face, elle se reconstruit, et l'étape qui suit, c'est qu'elle peut rebondir et justement retourner à son état normal, voire même dans certains cas, grandir peut-être plus que la normale parce qu'elle aura développé des capacités de résilience, alors que si elle est restée dans une croissance normale, elle serait restée à sa taille normale. Donc tout ça, c'est ce qu'on va aller voir justement par rapport à cette présentation. Je vous rassure tout de suite, la présentation, elle est très courte. L'idée, ce n'est pas parce que de toute façon, en une heure, on ne pourra pas beaucoup parler de tous les détails de la résilience parce que le sujet est très vaste, mais on se laissera aussi un petit moment. Je crois que la présentation devrait durer une quarantaine de minutes et puis on laissera le temps des questions et des interventions des uns et des autres. Alors, donc vous voyez qu'il y a quand même une petite différence entre le matériau qui est résilient, qui en fait juste, il a cette capacité d'élasticité qui le fait revenir à son état normal, alors que pour le vivant, eh ben, c'est autre chose, un peu plus que ça. C'est que la résilience, c'est quelque chose qui… Alors, du coup, il faut que je réduise mon écran à moi. Pardon. Comme ça, je vois mon propre écran. Voilà. C'est que la résilience individuelle est 2 fois plus corrélée à la réussite que le quotient intellectuel. Et ce n'est pas moi qui l'ai inventé. C'est que vous savez que beaucoup d'études ont été faites dans ce sens et beaucoup aux États-Unis et surtout au niveau militaire. Et c'est là où, justement, auprès des élèves officiers de West Point, qui est si vous voulez, l'école militaire, l'académie militaire par excellence aux États-Unis,
Elle a fait beaucoup de travail sur la résilience individuelle parce que justement, les soldats et les officiers sont quand même soumis à des traumatismes très importants. Et donc, il y a eu quand même des découvertes assez intéressantes. C'est que quand ils développent, quand ils s'entraînent sur leur résilience, il y a moins de symptômes post-traumatiques. C'est-à-dire que les gens, quand ils vont en guerre, ils reviennent avant, ils avaient beaucoup de problèmes post-traumatiques. Et quand ils ont commencé à faire des études sur la résilience, ils ont pu justement améliorer leur capacité à dépasser ces syndromes. Moins de dépression et bien sûr moins de suicides. Vous savez très bien que il est de notoriété publique que beaucoup de soldats américains, en tout cas c'est très médiatisé, même dans beaucoup de films, etc. On voit toujours ces vétérans de Vietnam qui ont gardé des séquelles énormes, etc. Et bien justement, depuis, il y a eu un travail énorme sur cet aspect-là. Un autre aspect important qu'il faut voir, c'est que, en fait, les plus forts mentalement, les plus performants et les plus épanouis et heureux, ce ne sont pas forcément ceux qui sont les plus intelligents au niveau cognitif, c'est-à-dire par le quotient intellectuel, et bien ceux qui ont développé justement des capacités de résilience. Et puis, pour terminer sur cette introduction, c'est que la diminution des risques psychosociaux au sein des entreprises et même des établissements scolaires commence aussi à faire appel justement à ces mécanismes de résilience. Il y a même des exercices qui sont faits au sein des entreprises et au sein d'établissements, bien sûr, pour justement diminuer les risques psychosociaux. Et on sait aujourd'hui qu'il y a quand même pas mal de problèmes liés à cela, que ce soit au niveau des entreprises qu'au niveau des établissements ou d'autres organisations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'être résilient? Alors, être résilient, c'est quoi? C'est d'abord, les gens résilients ont une conscience et acceptent l'idée que l'adversité et la souffrance font partie de la vie. Et je pense que là, c'est le premier point de départ qui est extrêmement difficile à accepter. Nous tous, nous pensons que nous sommes résilients, mais malheureusement, au fond, dès qu'il arrive un petit pépin, des fois un petit bobo, ben on est perdu. Profiter de moments de joie, de partage. Pardon? Allô? Parce que là, ça t'a fait rire. Il y a quelqu'un qui... Est-ce que vous pouvez vous mettre en sourdine, s'il vous plaît? Je parle aux participants. Normalement, je l'ai fait d'une manière automatique. Automatique, oui, c'est ça. Mais là, je vois personne. Je pense que la personne, je crois qu'elle s'est mise en sourdine, je pense. Ouais. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est que qu'est-ce que c'est qu'une personne résiliente? Les personnes résilientes, en général, et ça, ce sont beaucoup d'études qui ont été faites dans ce sens, on ne va pas rentrer dans les détails, en tout cas, ont relevé que d'abord, la première des choses pour être résilient, c'est d'être capable d'accepter l'idée que la souffrance fait partie de la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut l'accepter et que la souffrance on doit être fataliste par rapport à la souffrance. Par contre, il faut quand même intégrer l'idée que voilà, c'est quelque chose dont il faut prendre acte et qu'il ne faut pas à chaque fois voilà, partir, être perturbé, perdre tous ses repères parce qu'on a eu une difficulté ou un traumatisme, etc. Et je sais que certains traumatismes, on ne peut pas les justifier et je ne veux pas dire que les traumatismes sont à prendre comme elles sont, mais quand même, il faut intégrer cette idée-là. Et ça, c'est une idée très importante. Il y a énormément de choses, de travail qui se fait dans ce sens pour aider les gens à accepter cette situation. Beaucoup de gens l'acceptent, mais beaucoup de gens aussi ne l'acceptent pas. Les résilients choisissent soigneusement les sujets de leur attention. Ils se concentrent sur ce qu'ils peuvent changer. Et ça aussi, c'est pas évident. On peut penser que c'est évident, ça ne l'est pas. Beaucoup de gens quand ils sont dans une période où ils ont reçu un choc ou une période de difficulté ou de crise, ils ont du mal à se concentrer sur ce qu'ils peuvent changer, sur les choses sur lesquelles ils peuvent agir. Ils vont surtout aller vers la victimisation et de se poser la question pourquoi, au lieu de se dire écoute, c'est comme ça, maintenant il faut changer quelque chose pour peut-être pas revenir tout de suite à la situation normale, mais en tout cas pour pouvoir avancer et dépasser le trauma.
La troisième caractéristique des résilients, et là, les caractéristiques dont je parle, si vous permettez, ne sont pas exhaustives. C'est un choix que j'ai fait sur celles qui me semblent, moi, et par rapport à l'expérience que j'ai pu vivre avec beaucoup de personnes et d'entreprises, c'est les choses qui me semblent pertinentes. Et la troisième chose qui caractériserait les gens résilients, c'est les gens qui distinguent de manière presque naturelle les actes qui les aident et ceux qui les enfoncent, qui les noient dans leur chagrin ou dans leur traumatisme, etc. Et ça aussi, ça peut paraître, comme je l'ai dit, évident. Eh bien, ça n'est pas évident parce que bon, je ne veux pas faire des simulations macabres, mais imaginons un petit moment, quelque chose de terrible, eh bien, on n'est pas forcément dans l'aptitude de pouvoir choisir les actes qui nous aident, donc on va peut-être aller vers des addictions ou aller vers la violence ou je sais, autre manifestation émotionnelle qui peut être plus grave que le trauma lui-même. Les résilients sont plus enclins aux émotions positives et aux relations positives. Oui, effectivement, parce que la notion des relations est très importante parce que, on va le voir tout à l'heure, l'une des premières choses qui bloque la résilience, c'est l'isolement. Et d'ailleurs, ce n'est pas moi qui l'ai dit. Boris Cyrulnik, qui est celui qui a vraiment beaucoup vulgarisé, entre guillemets, en tout cas popularisé la notion de résilience dans le monde francophone, ce n'est pas le seul, mais en tout cas, lui, il a quand même été beaucoup plus médiatisé. Il a noté 3 difficultés ou 3 blocages de la résilience. Le premier blocage, c'est ce qu'il appelait, lui, la honte. La honte toxique, c'est-à-dire les limites limitantes, toutes les choses qui, justement, on ne peut pas exprimer, on pense ne pas pouvoir exprimer parce qu'elles vont peut-être déclencher des conséquences sociales, etc., ou notre positionnement dans une communauté, etc. Le deuxième blocage, c'est la question du sens. C'est-à-dire qu'effectivement, quand on est en situation de traumatisme ou quand on veut se relever, eh ben, on doit chercher du sens ou créer du sens à l'adversité. Et la troisième chose, et c'est celle qui concerne cette caractéristique de la résilience, c'est la notion de l'isolement. Pas de la solitude, on va le voir, mais de l'isolement. Attention, l'isolement, c'est une caractéristique intérieure psychologiquement. Et puis, une autre caractéristique des gens résilients, ce sont ceux ou celles qui ont de l'inventivité nécessaire pour faire avec ce qui est disponible. C'est-à-dire que si vous voulez, moi j'avais lu un article dernièrement, mais je pourrais vous envoyer le lien, intéressant du Harvard Business Review, qui disait que les organisations, parce qu'il parlait plus de la résilience organisationnelle, ce sont les organisations qui, non seulement elles étaient très bien structurées parce qu'ils avaient vraiment fondamentalement un dispositif managérial très bien fait, mais ils ont intégré dedans ce qu'ils ont appelé, eux, l'ingéniosité de la débrouillardise. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on est structuré, on a des process, des procédures, des standards, etc., qu'on ne peut pas avoir cette capacité d'inventivité en cas de choc, en cas de quelque chose qu'on n'a pas prévu. Comme on l'a dit, nous sommes dans un monde aujourd'hui VUCA, qui est vulnérable, qui est plutôt volatile, incertain, complexe et ambigu. Eh bien, on peut tout prévoir, mais il peut toujours arriver quelque chose. Alors, au lieu de le prévoir, puisqu'on ne peut pas le prévoir, il faut surtout se doter de capacités de résilience et donc d'inventivité que j'appellerai tout à l'heure le système R, pour ne pas dire le système D, c'est-à-dire le système de résilience qui accompagne le système de management. Et puis, le dernier élément qui est aujourd'hui un peu à la mode, mais je pense que c'est quelque chose qui va s'imposer dans le futur, en tout cas beaucoup de gens en parlent déjà, c'est le flow. Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui vous dit quelque chose, parce que moi-même, je l'ai découvert il y a quelques mois, je ne le connaissais pas du tout. Et d'ailleurs, s'il y a des gens dans l'assistance qui le connaissent mieux que moi, parce que justement, on est là pour
enrichir. Eh ben, les résilients ont souvent le flow. Ce sont des gens qui ont cette capacité de toujours pouvoir vivre des expériences optimales et être dans des états de conscience quasi absolus. On pourra un petit peu, je pourrais vous montrer des visuels tout à l'heure, mais ce n'est pas notre sujet. Mais cette question de flow est très importante. Et très souvent, d'ailleurs, il y a dedans aussi la question de la focalisation, de la concentration, de la pleine conscience, de tous ces éléments-là, mais qui font qu'aujourd'hui constituent un nouveau concept qui s'appelle le concept du flow. Voilà à peu près un petit choix le choix que j'ai fait par rapport aux caractéristiques qui me semblent intéressantes et qui caractérisent les personnes résilientes. Si vous avez d'autres propositions, je suis preneur avec plaisir. Alors, maintenant, généralement, pour résumer tout ça, les résilients, ils expriment facilement leur gratitude. Vous savez que l'un des éléments du bonheur même, des facteurs de bonheur, c'est la gratitude. Beaucoup d'études l'ont fait. C'est des gens qui ont cette capacité de célébrer les événements positifs. C'est des gens en général qui sont plutôt joyeux, pas la joie euphorique, mais joyeux dans le sens le plus profond du terme. Et puis apprennent à développer des interactions fructueuses et ont le flow dans la réalisation de leurs tâches. C'est-à-dire quand ils font quelque chose, ils sont dedans à fond, c'est-à-dire en général des gens qui ont trouvé une passion qui arrive à les faire sortir du traumatisme ou de la crise dans laquelle ils se sont, confrontés. Que le sang est bon, tout va bien. S'il y a quelque chose, Fatem Zara, tu m'arrêtes. Hein. Alors maintenant, on va essayer de voir quelles seraient les pistes. Je dis bien les pistes parce qu'on ne va pas pouvoir tout développer aujourd'hui par rapport à la résilience, mais quand même, il y a des pistes intéressantes qu'on devrait explorer pour pouvoir justement muscler cette résilience. Parce que la résilience, c'est un concept, ce n'est pas quelque chose de génétique. C'est vrai qu'il y a des gens qui naturellement sont résilients, de nature, de naissance. Mais énormément d'études aujourd'hui disent et confirment et affirment que c'est quelque chose qu'on peut travailler. Et comme toute chose qui est liée au développement personnel, ce ne sont pas des règles qu'on doit regarder et qu'on doit comprendre, mais ce sont des habitudes qu'on doit développer et ce n'est pas moi qui vous le dis. Et d'ailleurs, tout ce qu'on va dire, ce n'est peut-être pas quelque chose qu'on va découvrir, mais c'est des choses sur lesquelles justement il serait intéressant de s'y pencher, de les un peu développer et de s'y entraîner. Il y a des exercices aussi qui développent la résilience. Alors, première des choses, j'ai appelé ça le E3P. Alors, excusez-moi cet acronyme. Moi, j'aime bien les acronymes parce que ça me permet, comme je n'ai pas une très bonne mémoire, le E3P, c'est émotion, état d'esprit, pensée pour faire face à la réalité. Et donc, le premier des biais de la résilience, c'est le biais de l'optimisme et du pessimisme et du positivisme. Pourquoi? Parce que ce n'est pas parce qu'on est optimiste qu'on est résilient. Ce n'est pas vrai. Et bien sûr, quand on est très pessimiste, on n'est pas forcément résilient. Parce que quelqu'un avait dit qu'une entreprise pleine d'optimisme n'est pas forcément une entreprise résiliente. Parce que quand il arrive quelque chose, ils n'ont pas forcément les moyens d'être justement réalistes et pragmatiques. La résilience se développe par le développement de sa capacité à objectiver les choses, à les rendre, à vraiment revenir à la réalité et faire attention à justement biais émotionnels négatifs qui peuvent justement lui enlever ou lui voiler sa vue par rapport à la situation, par rapport à la réalité de la situation. Il y a aussi le scénario catastrophique. En général, quand il nous arrive quelque chose sur le coup, c'est qu'on se dit, voilà, c'est fini, c'est la fin, je ne pourrai jamais me relever de ça. Et bien sûr, les exemples et les histoires foisonnent qui montrent qu'il y a énormément de cas où on se disait c'est pas possible, cette personne ne pourra jamais s'en sortir, ni matériellement, ni socialement, ni psychiquement, ni mentalement. Eh bien, c'est pas vrai. Il y a énormément d'exemples et d'histoires. Je voyais tout à l'heure, bizarrement, j'ai reçu une vidéo, je ne sais même pas pourquoi je l'ai reçue, l'histoire
d'une personne qui a eu une agression catastrophique, qui s'est vu défiguré par du vitriol par un agresseur et qui racontait son histoire. Et c'est une histoire vraiment extraordinaire et qui est très réelle parce que des fois, il y a des histoires qui sont un petit peu préfabriquées. Et bien, dans ce cas, l'idée, c'est d'objectiver les scénarios. Pourquoi? Parce que les scénarios catastrophiques sont plus graves dans notre esprit qu'en réalité. C'est-à-dire, il faut laisser le temps d'un petit peu faire un peu le deuil du choc qu'on a reçu, de la colère qu'on a eue, de toute la courbe de deuil qu'on connaît dans la conduite du changement, et de se dire à un moment donné, finalement, qu'est-ce qui s'est passé réellement? Objectivement, qu'est-ce qui s'est passé? Et dès qu'on se pose cette question-là, ben on regarde finalement ce scénario catastrophique qui n'est pas mauvais, qui n'est pas bon du tout. Vraiment, il y a quelque chose qui est arrivé qui est très, très grave. Mais quand on la regarde en face, quand on essaie d'objectiver, on essaie d'extraire tous les voiles émotionnels, eh ben, on y trouve quelque chose à y faire. Et je le redis, les scénarios catastrophiques sont beaucoup plus catastrophiques dans notre esprit que dans la réalité. Il y a aussi, bien sûr, la spirale des pensées négatives, et ça, je ne vous l'apprends pas. Je ne sais pas, que j'ai vu quelque part qu'on a 50 000 pensées par je ne sais pas combien de temps, j'ai oublié. Et dans les 50 000 pensées qu'on a, on a 500 000 pensées, on a que 50 000 pensées positives et toutes les autres pensées sont négatives. Nous sommes naturellement faits comme ça, notre cerveau reptilien. Dès qu'on arrête l'action, dès qu'on arrête de faire des choses, qu'est-ce qui se passe? Ben, notre cerveau nous envoie vers des pensées négatives. Donc, que dire quand on est dans une situation de traumatisme ou de crise? Ben, forcément, le nombre de pensées négatives ne fera qu'augmenter. Et surtout, et ce qui est important, c'est qu'il augmentera et on aura encore plus de mal à pouvoir les combattre parce qu'on n'a plus l'énergie pour les combattre. Et là, il faut trouver des petites astuces. Parmi les astuces, j'ai appelé ça artefact, mais appelez-le comme vous voulez parce que j'ai essayé de lui trouver un terme, mais je ne le trouve pas. C'est trouver un artefact pour arrêter le flux négatif des pensées. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, je ne sais pas si c'était Tony Robbins ou je ne sais pas quel gourou du développement personnel qui disait que quand vous commencez à entrer dans une spirale négative des pensées négatives, levez-vous ou tapez des mains ou faites quelque chose pour, quelque part, créer une rupture dans cette spirale pour arrêter le flux négatif. Et ça marche. Parce que trouvez l'artefact qui vous convient le plus. Je ne sais pas. Moi, il y a une chose que je fais des fois, c'est justement, je fais que bouger. C'est-à-dire que dès que ça commence à tourner négativement dans ma tête, j'ai développé le réflexe de me lever et de me mettre debout. Dès que je me mets debout, c'est une sorte d'ancrage, pour ceux qui connaissent le terme, bien sûr, qui me permet de rompre ces pensées négatives. Le pire dans les pensées négatives, c'est des fois, on s'y plaît, parce qu'il y a aussi un côté victimisation, et ce qui est très, très dangereux, et ce qui nous rend peu résilients, c'est que, effectivement, on va le voir tout à l'heure, c'est de chercher toujours le problème ailleurs et se dire, je n'ai pas de chance, pourquoi pas moi, pourquoi moi, etc. etc. La troisième chose, oui. Si tu permets, ce que tu disais, ça s'appelle briser le schéma. Quand tu dis. Oui. Ben, le schéma, ouais. Que ça soit dans un ancrage ou dans un désancrage, que ce soit positif ou négatif, il faut toujours briser le schéma. C'est justement le fait de te lever et de booster cette énergie qui fait que c'est comme un flux énergétique qui rentre en jeu. Et donc, du coup, il va changer, si tu veux, le sens de ce que tu fais, que ce soit en positif ou en négatif. Exactement. Moi, j'ai l'idée, c'est que c'est PNL, c'est un terme PNListe. Oui, c'est un terme de la PNL et comme moi, je ne maîtrise pas la PNL, j'ai inventé un terme à moi, mais bon, mais moi, quand je dis artefact, déjà, dans mon esprit, artefact veut dire sortir d'un cercle vicieux. Sincèrement, maintenant, je dis artefact. Le mot artefact, vous allez le trouver sur Google ou sur le dictionnaire, hein. C'est un terme scientifique. Moi, je suis de formation un peu scientifique. C'est pour ça que j'ai un petit penchant pour les termes scientifiques. C'est des artefacts, justement, qui sont dans la physiologie, qui sont connus dans la physiologie, qui font justement des petites ruptures physiologiques qui permettent de régénérer un certain nombre de choses. Bon, bref. Donc,
c'est très important. Comment tu l'as dit, Fatem Zahra, Briser le schéma. briser le schéma, c'est ça? Hein? Oui. Très bien. Donc, briser le schéma des pensées négatives. Et puis, bien sûr, la fameuse peur de l'échec, la honte toxique et le perfectionnisme. Ça, c'est vraiment les biais les plus, on va dire, qui rendent le plus vulnérables, qui nous rendent le plus vulnérables, surtout dans certaines sociétés. Je ne stigmatise aucune société, mais je crois que dans notre société ou notre civilisation, le regard de l'autre est de plus en plus important parce que nous sommes aujourd'hui un peu nus devant beaucoup de personnes, que ce soit au niveau professionnel, au niveau personnel, au niveau des réseaux sociaux. Et bien, il y a cette peur de l'échec, cette peur de pouvoir agir et se sortir de là, la peur d'exprimer ce qui nous est arrivé parce que il y a certains traumatismes dont on peut parler facilement, mais d'autres non. Par exemple, le viol, l'inceste, des choses qui sont vraiment terribles. Et on sait très bien que des fois, c'est pas évident de les exprimer. Ben là, il y a une chose importante. Bien sûr, on peut se faire aider, mais dedans, moi, j'ai appelé ça trouver le contexte adéquat pour l'exprimer. C'est-à-dire, quelque part, dans votre entourage ou dans beaucoup de personnes ou dans votre environnement, il y a sûrement quelque part un contexte adéquat. Quand je dis un contexte adéquat, c'est pas forcément une cible à laquelle on va raconter quelque chose. L'écriture, par exemple, c'est un aspect très important qui a été aussi confirmé psychologiquement, que c'est quelque chose qui nous aide énormément à exprimer et à sortir ce qu'on a pour qu'on puisse justement commencer à se reconstruire. Bien sûr, le mieux, c'est de se faire aider par des professionnels, mais aussi, on peut aussi faire, si on n'arrive pas, faire justement, trouver le moyen. Il y a la musique, moi je connais beaucoup de musiciens d'ailleurs qui sont devenus d'excellents musiciens parce qu'ils ont eu des traumatismes et parce qu'ils ont vécu des difficultés énormes. Et c'est ce qui a fait que justement leur capacité de résilience les a fait peut-être transgresser, peut-être que s'ils étaient normaux, moi je pense à quelques chanteurs comme Ray Charles ou comme des gens ou Stevie Wonder ou tous ces grands artistes qui ont perdu la vue, qui n'ont peut-être jamais eu cette capacité de sens de la vue, eh ben, ils l'ont transformé en un énorme talent qui est reconnu justement au niveau mondial. Et puis travailler sur le self-awareness. Alors, j'ai mis self-awareness, pas conscience de soi. Je ne sais pas pourquoi, parce que le terme l'anglicisme me paraît plus juste, mais bon, peu importe, c'est juste de la sémantique. Mais ce que je veux dire là-dessus, c'est qu'il y a aussi un travail énorme sur le self-awareness. Il y a une étude qui a été faite récemment par Tasha Eurich qui est très intéressante sur des centaines de personnes pour justement voir est-ce que les gens ont de la conscience de soi. Eh bien, les études qu'elle a faites qui sont publiées dans des supports très respectables et très reconnus, eh bien, 85% des gens déclarent avoir bonne conscience d'eux-mêmes, c'est-à-dire se connaissent suffisamment et ils sont bien conscients de leur capacité, alors qu'il n'y a que 15% réellement qui ont cette capacité d'être conscient de soi, c'est-à-dire que, comme c'est un échantillon, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on est une quinzaine ou je ne sais pas combien, ou une vingtaine, eh ben, peut-être qu'on croit que nous avons une bonne conscience de soi, et ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Je peux vous donner l'ouvrage qui parle de ça par la suite, mais il est très intéressant de voir que tant qu'on n'a pas fait ce travail sur le self-awareness, sur la conscience de soi, eh ben, on aura peut-être du mal à être suffisamment résilient parce que de cette partie-là, de cette chose-là, de cet aspect vient justement la construction de toute notre comment dire, charpente psychique et mentale qui nous permet d'être résilients. Après, toujours sur le E3P, il y a bien sûr les émotions. Alors là, j'ai mis les émotions en rouge et en vert. Vous savez très bien pourquoi, parce que les émotions,
Justement, quand elles sont négatives, ben, elles font en sorte à ce qu'on puisse déraper et dériver. Par contre, les émotions, pour moi, en tout cas moi personnellement, pour moi c'est un moteur énorme, c'est un moteur extraordinaire pour justement se reconstruire. C'est-à-dire essayer de se reconstruire sans vérifier, sans essayer de reconnaître, de valider nos émotions, même quand elles sont, on va dire, pas évidentes, parce que c'est vrai que quand il nous arrive un traumatisme, il y a la peur, il y a la tristesse, il y a toutes ces émotions-là, eh ben, il faut d'abord les lire, les décrypter pour savoir comment il faut pouvoir agir et les ignorer et se dire non, 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 je ne suis pas triste, je ne suis pas. Bah, c'est très simple. Hein, pleurer, par exemple, c'est un aspect très important quand on a un traumatisme. Eh ben, surtout dans le genre masculin, dans beaucoup de milieux et de cercles, un homme qui pleure, c'est quelque chose de bizarre, de pas très recevable. Et bien pourtant, pleurer peut faire beaucoup de bien. En tout cas, il faut bien identifier, valider, reconnaître ces là parce qu'elles peuvent orienter votre comportement. Elles peuvent être capables. Il faut être capable aussi plutôt de ressentir leur intensité pour pouvoir justement les gérer et pouvoir les transformer en comportement positif. Est-ce que cette émotion essaie de m'apprendre quelque chose? Est-ce qu'elle m'indique quelque chose? Parce qu'une émotion, vous le savez, on le sait tous, les émotions ne sont pas là comme ça, elles sont là pour nous protéger, effectivement, parce que c'est comme ça. Nous avons évolué dans notre humanité en développement des émotions qui nous protègent et qui nous donnent et qui nous font du bien. Faut-il faire quelque chose pour empêcher que cette émotion n'émerge à nouveau? Parce que si c'est une émotion trop forte et qui crée en nous un sentiment de profonde détresse, eh ben, il faut savoir aussi la travailler pour qu'elle ne se manifeste pas de cette manière. Et puis, j'ai fait une erreur parce que j'ai fait une erreur dans cette slide parce que je reparle de la peur de l'échec, mais en fait, il y avait un autre élément, mais on va le voir tout à l'heure. Donc ça, c'est pour toute la partie émotion, état d'esprit, pensée, etc., sur lesquels il faut travailler pour pouvoir justement être plus résilient et faire du coping. Pour autant, je suis comment, Fatem Zahra? Comme ça, tu me dis si je parle trop, tu me dis. Ça va? Tu as 5 minutes. 5 minutes? Ou la 10 minutes. Et 10 après, minutes. J'aurais besoin de 10 minutes, c'est bon? oui, comme ça, on essaie de faire des questions-réponses. Ok, Oui. ça marche. Donc, oui, je disais, ouais. Alors, là aussi, un aspect très important, et là, je reprends justement les blocages de Boris Cyrulnik, c'est la notion du sens. Apprendre à faire face à la situation, et donc pour faire face à une situation, eh ben, il faut lui donner du sens. Alors, attention, je fais un warning, le sens d'une situation de traumatisme ou d'une difficulté ou d'une crise ou d'une dérive, etc., doit être validé par une autorité intérieure. Attention au sens qu'on va vous suggérer ou là qu'on va vous proposer. Ça, c'est no way. Attention, pourquoi je dis ça? Parce que des fois, dans notre entourage, quand il nous arrive quelque chose, on entend des choses du style, et ouais, bon, je vais faire très attention à ce que je vais dire, on vous fait comprendre que c'est parce que tu as mal fait quelque chose ou que c'est un peu de ta faute que tu sois dans cette situation. Peut-être, mais c'est pas quelque chose qu'on doit, c'est pas le type de sens qu'on doit donner. C'est pas parce qu'il nous arrive un traumatisme ou un que c'est une punition. C'est ça, en fait, ce que je voulais dire. Attention à ce quand il nous arrive une catastrophe, et on entend ça souvent, malheureusement, dans beaucoup de cultures, hein, que quand il arrive quelque chose, quand on a une maladie grave, quand on a un traumatisme, quand on a des choses terribles, eh bien, il y a toujours quelqu'un qui vous explique comme ça gentiment que peut-être que tu as été puni. Vous allez me dire maintenant, oui, ça existe toujours, malheureusement. Et malheureusement, des fois, dans certaines cultures, dans certaines communautés, c'est en augmentation, toujours lié un malheur à une culpabilisation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Il y a une perturbation des repères, un désemparement. Quand on est
quand on a subi quelque chose, un choc, ou quand on vit une situation qui est difficile et qui dure, eh ben, on est perturbé parce qu'on a tout essayé, mais en fait, on a une… Et donc, l'idée, c'est de créer du sens à l'adversité. Ça ne veut pas dire qu'il faut justifier. Ça ne veut pas dire qu'il faut justifier quelque chose de terrible. Ça ne veut pas dire qu'il faut justifier un viol ou une agression ou une injustice. Non, c'est que de toutes les manières, c'est arrivé, c'est arrivé. Maintenant, il faut comprendre. Il faut recevoir l'événement comme une information, comme un fait. Comme je disais tout à l'heure, quand on parlait du scénario catastrophique, il faut quand même prendre la chose et essayer de l'objectiver parce qu'il est très important qu'on puisse redescendre émotionnellement pour pouvoir comprendre et surtout agir. Parce que la résilience, c'est quoi? C'est tout simplement, on reçoit le coup, on est par terre, et ben c'est à nous de voir. Est-ce qu'on veut se relever et affronter la situation et avancer, ou alors on se dit no way, il n'y a plus rien à faire, on reste par terre parce qu'il n'y a pas lieu. Et bien très souvent, malheureusement, c'est ce qui nous arrive. Et ben justement, il faut commencer à essayer de trouver du sens, se faire aider pour voir le monde tel qu'il est. C'est très important parce qu'il y a aussi cette notion de déni. On se dit c'est pas possible. Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça m'arrive pourquoi ça ne m'arrive pas à moi? Je dis why me et why not me? Pourquoi why me, why not me? Parce que quand tu dis pourquoi ça m'arrive à moi, donc tu te sens victime, tu te dis c'est une injustice. Ok, tu peux le dire pendant 10 ans, ça ne sert à rien. Et aussi, quand tu penses que tu mérites quelque chose plus que d'autres, et puis ça arrive aux autres, tu te dis pourquoi c'est pas à moi. Et ça, il y a un truc intéressant de Stéphane Hercové qui a parlé de la philosophie de la pénurie, plutôt que c'est intéressant comme Hana. Et bien justement, il faut justement dépasser le pourquoi moi ou pourquoi pas moi, pourquoi c'est quand c'est bien ça arrive qu'aux autres, quand c'est mal ça m'arrive qu'à moi, et puis transformer ça à quoi, qu'est-ce que je dois faire, qu'est-ce que je dois développer, qu'est-ce que je dois apprendre, qu'est-ce que je dois acquérir, quel horizon je pourrais m'ouvrir suite à cette situation, quels sont, et ça je reviens à un des enseignements que j'ai eu dans ton école, cher Fatem Zahra, c'est dans la situation, la pire des situations, se poser la bonne question de se dire, ah, qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation? Et je peux vous assurer que le jour où le formateur nous l'a dit, je me suis dit, mais n'importe quoi. Moi, du haut de mes, je ne sais pas combien d'années d'expérience d'accompagnement, mais c'est une question cruciale de se poser la question, mais qu'est-ce qu'il y a de positif dans cette situation catastrophique? Même dans les guerres les plus terribles aujourd'hui, il y a des gens qui trouvent quelque chose à laquelle puissent s'accrocher pour qu'ils puissent un jour se relever et avoir un objectif de vie plutôt que juste se noyer dans la situation dans laquelle ils sont. Puis, pour finir, attention à l'isolement. Et l'isolement ne veut pas dire la solitude, parce que la solitude, c'est un choix. Mais l'isolement, il est intérieur. C'est un état interne. C'est un état psychiquement interne. On peut être, vous savez, il y a des gens qui sont très, on a l'impression qu'ils sont très sociables, mais en fait, intérieurement, ils sont hyper isolés. En fait, ils montrent qu'ils ont cette capacité sociale, mais en fait, la réalité, c'est que à l'intérieur, intérieurement, ils sont isolés. Et donc, pour ça, il faut résoudre la problématique, comme on l'a vu, et travailler sur l'estime de soi. Donc, pour ne pas trop, Hada, m'allonger sur le Hada, on va finir par vous montrer ce petit schéma d'un grand coach sportif qui dit que le cercle vertueux de la résilience, c'est mieux dormir, mieux respirer, mieux bouger, mieux manger et mieux penser. C'est intéressant parce qu'on a l'habitude de parler de dormir, bouger, manger, mais mieux respirer, mieux penser. Je trouvais ça sympa de le faire dans le même cycle. Lui, il a développé toute une théorie dessus, peu importe. En tout cas, en ce qui me concerne, que la force me soit donnée de supporter ce qui peut être changé et le courage de changer ce qui peut l'être, mais aussi la sagesse de distinguer l'un de l'autre. Marc Aurèle, et je vous dis à très bientôt et à vos questions. Fini. Merci beaucoup, Sim Mustafa. En prie.
Alors, tu peux arrêter Oui, le partage. C'est très, très enrichissant. merci. Merci. Et c'est vrai que c'est un sujet très, très vaste, qui est un sujet qui se base sur tous les fondamentaux du développement personnel, justement. Moi, je commencerai moi-même par une question. Alors, bon, il y a des questions qui arrivent, mais la première question, parce que quand on parle d'adversité, d'abord, tu as parlé de capacité. Donc, une capacité s'apprend. Mais est-ce qu'il y a des conditions pour apprendre? C'est-à-dire, est-ce que je suis obligée de souffrir pour être dans cette condition obligatoire d'apprendre et d'apprendre cette résilience? Cette première question. Parce que beaucoup de Première personnes, si question. tu vois, toutes les personnes qui sont dans cette résilience aujourd'hui, la majorité sont des personnes qui ont souffert, qui se sont reconstruites et qui parlent de résilience. Est-ce qu'on ne peut pas justement se préparer sans pour autant souffrir? Donc ça, c'est la première question. Est-ce que c'est inné? Est-ce qu'on peut la travailler? Je pense que Mais je vais y revenir. Je répondu vais y tout à revenir. Bien sûr. l'heure. D'accord. J'ai une deuxième question sur Facebook. Quel est le rôle de la pleine conscience dans le C'est une renforcement de la troisième résilience? question. Hein. Le mindfulness. Ah ouais, ça fait Ouais, c'est ça. Là, scientifique. juste parce que j'ai un petit problème de mémoire, je veux juste m'assurer que j'ai pas loupé quelque chose. Si tu me dis 2, je pars sur 2. Donc, je zappe celle qui est au milieu. Non, au début, Tu vois j'ai que dit, même moi, je dois travailler sur ma résilience. Moi. en fait, l'idée, c'est est-ce que c'est inné, est-ce que c'est une capacité à développer? Et la deuxième, est-ce qu'on est obligé de souffrir pour pouvoir développer cette résilience? Et la troisième, c'est celle que pose Youssef Bouhmed, qui dit quel est le rôle du mindfulness, de la pleine conscience dans le renforcement de la résilience. Excellent. Alors, d'abord, la première question, Diel, en tout cas, la question, est-ce que c'est inné? Ben non, si c'était juste inné, je ne pense pas qu'on serait là aujourd'hui à en parler. Je crois qu'aujourd'hui, je peux vous envoyer énormément de références bibliographiques, de recherches scientifiques ou autres qui aujourd'hui sont des... C'est vrai que la résilience peut être innée. Elle est innée chez beaucoup de gens, d'accord? Enfin, beaucoup. Chez un certain nombre de personnes, et je ne sais pas, je n'ai pas de statistiques là-dessus, mais elle est absolument. La preuve, j'ai commencé ma présentation, peut-être pour ceux qui sont venus plus tard, que quand l'Académie militaire des États-Unis on lance un programme scientifique de 10 ans pour le développement de la résilience, ça veut dire que c'est quelque chose qui s'apprend. C'est très simple. On est d'accord avec les Américains, pas d'accord avec l'armée, peu importe. Quand ils mettent des milliards de dollars dedans pour justement faire quelque chose, c'est qu'il y a quelque chose à travailler dessus. La deuxième chose, est-ce qu'on est obligé d'avoir un traumatisme? D'abord, non. Parce que c'est aussi la raison pour laquelle on fait ce webinaire et qu'aujourd'hui, je peux vous dire que nous, en tout cas, on travaille déjà avec certaines entreprises quand on travaille avec eux sur leur propre stratégie de développement ou stratégie RH, on a déjà intégré maintenant, enfin pas maintenant, même avant, dans le questionnement et dans l'élaboration, développer la capacité d'entreprise, de l'organisation à être résilient et la résilience pour les collaborateurs, parce que la résilience est devenue un facteur de plus en plus intéressant dans les risques psychosociaux, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, non, on n'est pas obligé d'être tombé du 20e étage ou d'avoir une terrible chose pour apprendre à être résilient, parce que quelque part, moi, je vais faire un petit parallèle comme ça. Il peut paraître simpliste, mais vous savez, aujourd'hui, beaucoup de gens parlent de la pandémie, comment on va s'en sortir, qu'est-ce qui va se passer demain, etc. Très bien. Mais la vraie question, c'est que est-ce qu'on va être un monde plus fermé ou plus ouvert après cette pandémie? Moi, c'est une question qui aujourd'hui me taraude. Et si on n'intègre pas, si on intègre juste la notion de la protection demain, de se protéger, de se barricader pour s'en sortir, ben, qu'est-ce qui va se passer? On va péricliter. La muraille de Chine, il a été construite et quand ils ont fini la construction de la muraille de Chine, ils ont été envahis.
par les Japonais. D'accord? Donc la résilience, en fait, c'est un facteur qui vous permet de rester ouvert, de rester vivant et de se développer tout en s'immunisant contre les aléas et pas se protéger en s'émitouflant, en se protégeant de tout. Comme ça, n'importe quel microbe, il vient, il vous ravage. Donc ça, c'est ma réponse. Maintenant, est-ce qu'elle est… je ne sais pas s'il y a des réactions par rapport à ça, mais tu me diras, parce que je suis incapable de lire en même temps les réactions des uns et des choses. Non, C'est bon. Alors, la troisième question, elle est un peu plus difficile. J'avais relevé qu'elle était difficile, mais est-ce que tu pourras me la rappeler ou je dois faire un effort oui, de… on parlait du mindfulness, au fait, Oui, le mindfulness. quel est le rôle de la pleine conscience dans le renforcement de la résilience? Alors, puisqu'on en parle, si tu permets, je vais chercher un petit schéma. Je l'avais mis en backup. J'espère que je vais le trouver rapidement pour pouvoir répondre à cette question. Le Au fait, mindfulness. en attendant que tu cherches, Oui, oui. Ouais. au fait, la pleine conscience, c'est quelque part vivre l'instant présent, enfin, tout ce que nous vivons, et du coup la résilience qui nous demande d'accepter, qui nous demande d'accepter ce que nous avons perdu, ça nous demande énormément de capacités. Et donc effectivement, ce mindfulness qui nous permet, cette pleine conscience, c'est un état de mode aujourd'hui, mais pour moi, simplicitement, comme tu l'as dit tout à l'heure, d'une manière très simpliste, moi je le relie d'une manière très simple à vivre l'instant présent et à accepter ce que nous vivons au quotidien, à prendre ça du côté positif, comme au fait, avec tous les éléments que tu as dit. Moi, je pense que c'est une manière, la résilience est un outil très… je pense que si on n'est pas résilient, on peut pas faire du mindfulness et vice-versa. Je pense que ça va dans les deux sens. Mais ça, c'est ma vision. Hein. Youssef aussi peut avoir une autre façon de voir les choses, toi également. Je dis bien qu'aujourd'hui, quand nous présentons des concepts, nous les proposons d'une manière personnelle, d'une manière aussi subjective. Il y a rien d'absolu, il y a rien de, tout est relatif. Chacun de nous, c'est sa propre expérience personnelle et professionnelle qu'il travaille, qu'il voit, c'est sa perception, c'est sa vision du monde. Et donc, du coup, moi, le mot résilience, personnellement, me faisait peur à un certain moment, le mot en lui-même, résilience. Mais quand aussi j'ai étudié le sujet, j'ai trouvé que c'est une façon aussi d'accepter le changement, d'accepter d'une manière positive ce qui nous arrive et d'en profiter, comme tu l'as dit. Comme disait Churchill, il ne faut jamais gaspiller une bonne crise. Donc, voilà, à chaque fois que pour moi, quand il y a une crise, ça veut dire qu'il y a un stop. Et quand il y a un stop, il faut savoir en profiter et dire quel est le point positif. Comme tu as dit, si on n'est pas préparé à ce type de questions, on peut être heurté par ce type de questions et dire qu'est-ce qui raconte ces gens-là. Que si on n'est pas par là d'une manière indirecte. C'est pour ça que j'ai dit, faut-il souffrir pour pouvoir apprendre, qu'on devait passer par là pour apprendre. C'était ça ma question. Et il y a une question de Karim qui dit comment travailler ou bien développer son estime de soi. Donc une fois, si tu peux répondre à ça. Alors, c'est un vaste sujet parce que… Ah oui. Je pourrais compléter par la suite si tu souhaites. Non, mais on pourra en faire un webinaire, ça. Absolument. L'estime de soi. Ouais. Je crois que la notion de l'estime de soi, elle est complexe parce que d'abord, moi, l'estime de soi absolue, pour moi, n'existe pas. Parce qu'on peut… Voilà, déjà, il y a dans la question, il y a quelque chose que… C'est vrai qu'on peut… moi, je dirais, dans notre camembert psychique mental, l'estime de soi, des fois, elle peut occuper une tranche plus ou moins grande selon les situations et selon les périodes par lesquelles on passe. Mais justement, si on n'a pas, si notre camembert, dans notre camembert, on a peu d'estime de soi, là, il est clair et net que la capacité d'être résilient va être très faible parce que c'est l'un des éléments les plus importants. Pourquoi ? Je vous donne un exemple très simple.
on peut avoir, quand on a un échec, ou quand on a un échec professionnel, ou un échec scolaire, ou un échec sentimental, ou qu'est-ce qui se passe quand on n'a pas beaucoup d'estime de soi? Eh ben, ce qui se passe, c'est que on se dit c'est à cause de moi. Et j'ai vu dernièrement une vidéo très intéressante et la personne disait comment dirais-je, ménagez-vous quelque part, arrêtez de vous auto-flageller. L'estime de soi, pour moi, il y a un facteur très important sur lequel il faut se battre, c'est le facteur culturel. C'est que dans certaines sociétés, ou dans certaines cultures, ou dans certains cercles, ou certaines formes sociologiques, nous avons un problème énorme d'étiquetage et donc on vit, on grandit en étant toujours dans la culpabilité. La première des choses, il faut toujours objectiver la culpabilité. Si on vous a dit toujours que vous n'êtes pas responsable, ça, c'est une bêtise. Parce qu'on peut avoir manqué de capacité à être responsable sur quelque chose, mais personne ne peut vous définir par l'irresponsabilité. Et dans notre culture, on est toujours défini par nos défauts. Et ça, c'est très important. La première étape pour attaquer l'estime de soi, c'est attaquer toutes les étiquettes qu'on nous a balancées et de les prendre et de les décortiquer. Ça ne veut pas dire que quand quelqu'un vous dit, mais vous êtes vous êtes émotionnellement perturbé, ou là vous êtes quelqu'un de malveillant, ou là quelque chose, il vous définit. Il ne définit pas des actes. C'est-à-dire que dès que quelqu'un vous juge de manière globale sur un des aspects sur lesquels vous pourrez être faible, déjà il fait l'erreur parce qu'il fait un jugement de valeur. Donc, première des choses, attaquer les jugements de valeur. Et la deuxième chose, faites très attention, parce que l'un des aspects de l'estime de soi, c'est quand nous jugeons les autres. Et ça, c'est un exercice très intéressant. Dès que vous commencez à porter des jugements de valeur sur les autres, c'est que quelque part, vous attirez du jugement de valeur sur vous. Ce qui fait que quand vous retravaillez votre capacité à être objectif avec autrui, même quand on n'aime pas les gens, on peut ne pas aimer des gens, mais il faut regarder ce qu'on fait plutôt ce qu'on est ou ce qu'on pourrait juger être. Donc, attention, quand vous partez dans les jugements de valeur, vous risquez aussi d'être jugé et en fait, vous nourrissez des pensées négatives liées au jugement de valeur et du coup, vous pouvez vous juger vous-même négativement. Jugeant ce qu'on fait, oui, c'est vrai, je me plante. Et c'est ça qui est très intéressant chez beaucoup de gens résilients. Les gens qui vont s'excuser tout de suite, vous dire, oh là, j'ai complètement merdé, excusez-moi le terme, ok. Quand il le dit, déjà, il se dédouane, il est prêt à agir et donc il sauvegarde, il protège son estime de soi en faisant ça. Celui qui va tout absolument essayer de justifier que non, et même si intrinsèquement il sait très bien qu'il a fauté, eh bien qu'est-ce qu'il fait? Il nourrit en lui l'idée, il crée en lui une sorte de cercle, une sorte d'auto-validation que non, je ne suis pas comme ça, donc je ne fais pas ça. Non, je peux ne pas mentir, mais des fois je peux le mentir parce que je peux ne pas être menteur globalement, ça m'arrive de mentir. Je peux ne pas être, je sais pas moi, agressif, mais des fois il peut m'arriver de péter les plombs. Ok, mais il faut le reconnaître. Quand on se le reconnaît déjà, eh bien déjà on crée une sorte d'immunité pour pouvoir donc exploser les jugements de valeur qu'on vous porte et ne faites pas de jugement de valeur. Déjà, vous commencez par ça, vous pouvez déjà avancer un petit peu. Je ne sais pas si Fatem Zara, sûrement, elle doit avoir 3 pages là-dessus. Non, Bon, je vais juste rajouter, parce que toi, tu as parlé effectivement d'un élément très important, que cette partie d'image de soi. En fait, je vais le simplifier en disant que pour travailler son estime de soi, c'est comme des vases communicants. On va prendre le vase numéro 4, fait 3 vases communicants, 1 et 2 et 3. Le premier vase communicant, ça sera la confiance en soi. Et donc, la confiance en soi est très simple, elle est liée à
nos capacités. Je suis capable de communiquer, je suis capable de sourire, je suis capable de faire ceci, je suis capable de faire cela, je suis capable d'être sociable, je suis capable, etc., etc. Et une fois on développe ces capacités, on développe sa confiance en soi. À côté de cette capacité, donc le premier vase communicant, plus tu mets dedans des capacités, plus tu élèves le niveau de capacité de confiance en toi et plus tu élèves de manière déterminée, de manière, comment dire, bref, ton estime de soi-même. Le deuxième élément, c'est ce que tu disais, c'est l'amour de soi. C'est s'aimer, c'est pas l'égoïsme. Et là, tu as parlé tout à l'heure de la culture, et ça, c'est très important, la culture. Malheureusement, dans notre culture, on ne nous a pas appris à nous aimer, on ne nous a pas appris à se mettre en avant, à se mettre en valeur, et du coup, cette culpabilité, j'aime beaucoup la notion que tu as présentée, cette honte, la honte de dire je, de j'ai fait. Regarde, le fait de dire à quelqu'un j'ai fait, j'ai réussi. C'est vrai que dans la teamwork, on ne dit pas je, mais jeu, il y a le jeu. Il ne faut pas non plus être. Il y a le jeu dans le nous aussi. Voilà. Donc, il y a cet amour de soi, cette maman qui doit se faire plaisir pour faire plaisir à ses enfants, ça existe. Donc, le fait de s'aimer et ne pas être égoïste. Hein. Les gens disent ah ben il est égoïste. Et à ce moment-là, ce n'est pas de l'égoïsme. Hein. C'est pas égocentrique. Hein. C'est s'aimer tout simplement. Et le troisième élément dont tu as parlé, c'est au fait l'image de soi. C'est être capable de rester soi-même et de présenter à ses société, à ces gens avec lesquels nous vivons, ce que je suis réellement. Je n'ai pas besoin de jouer une image, de jouer un rôle pour pouvoir plaire. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est ce jugement de valeur. Les gens, moi j'aime danser et donc je ne vais pas aller danser parce que les gens vont me regarder et vont dire c'est une petite frivole celle-là. Donc du coup, alors que j'aime danser, alors que j'irai danser dans d'autres lieux, comme font beaucoup de Marocains quand ils vont en Espagne, ils se mettent en maillot, je suis désolée de dire comme ça, ils vont danser partout, mais une fois ils reviennent, ils endossent une nouvelle image. Donc, cet écart entre l'image réelle et l'image que je donne à cette société doit être zéro. Plus cet écart-là est élargi, plus j'ai une estime de moi-même qui est zéro. Donc, travailler sur cet élément-là, et vous allez voir que l'estime de soi va vraiment, vraiment être au top. Après, il faut dire que l'estime de soi, elle peut être ascendante ou descendante en fonction aussi des situations. Donc, reprenez-vous et appliquez de la résilience. Je te redonne. Alors, est-ce que. Est-ce que là, déjà, est-ce qu'on a répondu aux questions? On a répondu, oui, on a posé les questions. Est-ce que ça leur parle? Est-ce qu'on a dit n'importe quoi? Enfin, je sais pas. Adil Nini. De bonne. Adil Nini qui te dit que c'est une excellente thématique. Merci. Bon, Zakia. C'est un pote, mais je suis sûr qu'il est objectif. Oui. Zakia. Sinusoïdal. Bon, j'ai rien compris, mais toi, tu peux m'expliquer ce que c'est? De quoi Zakia qui nous dit sur Facebook, sinusoïdal. Elle nous dit son commentaire, c'est un mot, sinusoïdal. Sinusoïdal, oui. Ouais, bon, moi, mon estime de moi-même me dit que je peux dire que je ne sais pas ce que c'est. Donc, comme mot. Ah, c'est sinusoïdal, ça veut dire qu'elle a une estime de soi qui est comme ça, Ah, sinusoïdal. Ah, merci. Sinusoïdal, c'est-à-dire que voilà, elle a des hauts et des bas. Ben oui. Maintenant, il faut travailler à ce qu'elle puisse passer à un autre niveau, que la sinusoïde ne soit pas basse, mais plutôt haute. Elle va toujours être sinusoïdale parce qu'on est des êtres humains, on ne sont pas des machines. Et encore, même les machines, ils ont des probabilités de. Mais c'est une sinusoïdale. Il faut dire quand elle est au niveau de la raison, parce qu'on appelle ça là, dans la plus haute, se dire quand est-ce qu'on a l'estime de soi, elle est élevée. Est-ce que parce qu'on est avec quelqu'un ou là parce qu'on est dans un contexte donné? C'est très bien de collecter ce qui vous amène à avoir de l'estime de vous-même plutôt que de chercher ce qui détruit votre estime de vous-même. Prenez ce qui la nourrit et nourrissez-le et travaillez-le et je pense que ça pourra aller. Il y a quelqu'un qui me dit, veuillez répondre à ma question. Houssine,
La seule question que j'ai vue, est-ce que c'est enregistré? Il est où le lien? J'ai expliqué. Donc, si vous avez une autre question, n'hésitez pas à nous la La réécrire. différence entre... oui. La différence entre résilience et endurance. Et moi, j'ai une autre question pour toi, pour terminer peut-être ce magnifique live. Les cultures qui sont liées sur les croyances et donc, tu vois, tout ce qui est spirituel, tout ce qui est religieux, quelque part, c'est un élément qui aide à cette résilience. Qu'en penses-tu et que peux-tu dire à d'autres personnes qui n'ont pas ce lien spirituel, quel que ce soit religion, que ce soit en lien, un lien spirituel? Comment tu peux… Il y a d'abord, moi, je pense pas qu'un être humain, sincèrement, et peut-être d'autres êtres vivants, je ne pense pas qu'on puisse vivre sans spiritualité. Je ne dis pas qu'on puisse pas vivre sans religion, sans croyance. Bon, la spiritualité, d'ailleurs, aujourd'hui, je sais pas, il y a Covey qui a déterminé le conscient spirituel. C'est intéressant de voir, dans la 8e habitude, il a parlé du quotient spirituel. La notion de la spiritualité est la base de tout, parce que l'estime de soi, la confiance en soi, ces aspects-là, c'est quoi la spiritualité? En fait, c'est je ne veux pas dire de bêtises, mais en tout cas, en ce qui me concerne, comment je ressens une spiritualité, c'est quand justement, je suis dans la position où je sens que j'appartiens à un élément, en un ensemble, on va dire un tout, qui quelque part me dépasse, mais en même temps qui me remplit de plénitude. C'est ça pour moi la spiritualité, quelle que soit l'origine de ce qu'on veut faire. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire sentir qu'il y a quelque chose qui justement nourrit ton esprit, nourrit ton âme, et qui peut justement, au moment le plus difficile, être. D'ailleurs, moi, j'allais dans ce webinaire, j'allais dire quelque chose, mais j'ai changé de hada. Au lieu de dire muscler votre résilience, j'allais dire alimenter votre compte résilience. Le compte résilience avec la spiritualité, et c'est vrai que j'avais prévu d'en parler, mais j'ai zappé à la dernière minute sans faire gaffe. C'est peut-être la partie j'ai fait une erreur dans un slide. La spiritualité est très importante. Bref, je ne vais pas trop en parler. D'accord. La différence entre question, résilience et endurance. pardon, Hein? la question de Houssine, peut-on être sensible non, c'est quoi la question? Est-ce que le degré de résilience est lié au degré de sensibilité des personnes? Il n'y a pas de corrélation scientifique, mais le degré de sensibilité des personnes, on a parlé de l'émotion, si c'est le sujet. Oui, il y a une sensibilité, mais il faut que cette sensibilité puisse te permettre de te relever. Il ne doit pas être un élément d'échec. D'accord? Quand on a, par exemple, si on parle des émotions justement négatives, quand on reçoit un choc ou quand on vit dans une crise ou une situation difficile, financière ou autre, etc., et à un moment donné, on a des émotions ou on a des sentiments, parce qu'il y a une différence entre émotion et sentiment, on ne va pas trop s'étaler dessus. Ben, les gens les plus sensibles, peut-être qu'ils pourraient avoir une capacité de lire en eux, peut-être plus que d'autres. Et ça, dans ce cas de figure, ça peut être corrélé. C'est-à-dire que ça peut augmenter la capacité des gens à mieux se connaître, mieux se lire, mieux se comprendre pour qu'ils puissent justement affronter la situation et être résilients. Mais je ne pense pas qu'il y ait une corrélation mathématique là-dessus. Mais en tout cas, ça peut aider quand c'est positif. Quand on prend l'émotion et on la traite, mais on est triste, mais on reconnaît qu'on est triste. Mais si on se soumet à la tristesse et on utilise la tristesse comme un facteur de victimisation, parce qu'on pense que quand on se victimise, on va avoir plus de sympathie autour de nous, ce qui est de moins en moins possible. Mais la sensibilité, c'est un radar, c'est un détecteur très important pour développer la résilience. Mais à mon avis, il faut faire juste attention à Houssine, je dis à Houssine, sensible et sensible, quelqu'un de sensible.
et quelqu'un Fragile émotionnellement. fragile émotionnellement. Oui, mais Très moi, j'ai pris sensible dans le sens positif. Moi, je l'ai compris parce qu'effectivement, quand on parle de résilience, on parle aussi de force de caractère. Et la force de caractère aussi, enfin, force personnelle, de personnalité, c'est-à-dire que si toi, par exemple, par tes propos, tu peux me toucher à chaque fois que tu me dis des choses ou je n'ai pas cette capacité à gérer les situations et à mon empowerment, à me renforcer, c'est vrai que cette sensibilité dans lui, il parle, pourrait être la première étape sur laquelle tu as dit il faut travailler. Il faut d'abord travailler sur son squelette, il faut travailler sur soi-même pour pouvoir être dans la résilience. C'est vrai que le chemin n'est pas facile, hein, Mustapha, pour travailler Non, sur le chemin n'est pas facile, mais je vois, il y a une réaction intéressante que je vois. J'ai ouvert la chose, le chat. Les gens pauvres vivant dans des conditions défavorables ont-ils plus de capacité de résilience pour s'en sortir? Alors, c'est une excellente question parce qu'il y a une étude là-dessus qui a été faite sur des femmes aux États-Unis, toujours. Bon, désolé de prendre toujours des repères américains, mais à chaque fois que je commence à chercher dans ces trucs, bon, quand même, la résilience, il y a Boris Cyrulnik qui a quand même fait un travail magnifique là-dessus, mais il était trop concentré sur les enfants. Bon, il y a une étude qui a été faite sur justement le self-awareness sur des femmes, dans des milieux favorisés et défavorisés. Et donc, l'étude a donné ce qui suit. Je la résume en 2 mots pour ne pas, sinon ça prendra beaucoup de temps. Ils ont trouvé que si les femmes, dans les conditions pauvres, précaires, avaient les mêmes moyens, elles seraient plus résilientes. D'accord? C'est-à-dire que ces dames-là, tu leur donnes les mêmes moyens que les dames qui sont dans des conditions plus favorables aujourd'hui, c'est statistique, hein, elles les auraient dépassées si elles avaient les mêmes moyens. Je ne sais pas si vous voyez un peu mais elles ne sont pas forcément plus résilientes maintenant. Mais ils disent qu'ils ont un ressort, parce que le ressort, c'est la résilience physique. Ils ont un ressort que si ce ressort-là était agrémenté d'un peu plus de moyens, elles seraient beaucoup plus résilientes que les femmes qui seraient aisées, etc. Mais ça, c'est aux États-Unis, en Californie, donc à voir. En fait, alors Houssine a répondu, effectivement, il parle de fragilité, donc on a bien fait de relever ce point-là. Fragilité, c'est autre chose. Voilà. Et moi, si je peux répondre à Aliar Graghi, moi, je le verrais différemment. Tu sais, quand tu n'as rien à perdre, quand tu viens de zéro et que tu as la résilience, elle s'est imposée à toi. Tu n'es pas parti chercher la résilience. C'est ça la différence peut-être avec ces gens-là. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas le choix. Pour d'autres personnes, ils avaient le choix. Donc, ils ont développé cette résilience par le vécu. Et donc, le hamdoullah ou le qana'a, plein de choses que nous avons au niveau spirituel aujourd'hui qui permet à ces gens-là de continuer. Parce qu'à part ça, ils ne peuvent pas. C'est très difficile de continuer. C'est la force. Et puis, quand tu as cette force-là, Fatem Zahra, si tu permets, est-ce que c'est de la résilience, ça? Il faut faire attention. Oui, mais attends. Des fois, quand je dis accepter la situation, c'est-à-dire que des fois, il faut savoir aussi pouvoir essayer de s'en sortir. Je sais que ce n'est pas évident, mais ça, ce n'est pas tout à fait de la résilience. Ça, je crois que c'est Rémi, il avait dit, soit fataliste et donc dire qu'on n'a pas de chance, soit avoir la rage et le vaincre. Donc, cette remarque, elle est un peu, elle joint un peu. Donc, je te laisse, excuse-moi de t'avoir coupé, mais il faut juste faire attention qu'ils arrivent à supporter leur situation. Ça ne veut pas dire qu'ils sont résilients. C'est pas tout à fait la même chose, si tu permets. Et des fois, peut-être qu'ils la supportent un peu plus que de nature. Ou alors, ils ont des choses qu'on ne connaît pas. Désolée, j'ai été déconnectée. Ah, tu as été déconnectée. Alors, je répète ce que j'ai dit. J'ai dit beaucoup de mal depuis que tu es déconnectée. Non, tout est enregistré, t'inquiète. D'accord. Non, je disais qu'il faut faire attention à ne pas, à mon avis, c'est pas parce qu'on arrive à supporter une situation qu'on est forcément résilient. Ah oui, je suis d'accord. C'est possible. Walakin, c'est pas sûr. Les plus intelligents, c'est pour ça que je te dis, ceux qui sont dans la pensée positive, ils vont. Voilà, il faut dire alhamdoulilah, mais en même temps,
Il faut développer un moteur interne qui me dit je n'accepte pas, j'accepte ce qui m'arrive, mais je n'accepte pas de rester dedans. C'est pas tout à fait la même chose. J'accepte ce qui arrive. Ok. Absolument, bien sûr, c'est ce que j'ai dit. Pas changer. Mais qu'est-ce que je peux changer? Moi, je connais beaucoup de gens qui ne cherchent même pas à changer le moindre petit truc qui de toute façon, ça ne sert à rien. Alors que d'autres disent non. Je vais faire, je ne sais pas ce que ça va donner, mais je fais un truc. Et d'ailleurs, aujourd'hui, dans l'entrepreneuriat, et Adi ne va pas me contredire, c'est le fondement même de l'entrepreneuriat. C'est-à-dire, tu pars, tu te lances, tu plonges, et puis tu te prends tous les coups du monde. Et les meilleurs entrepreneurs, ce sont ceux qui ont pris le plus de coups parce qu'ils ont développé de la résilience. Absolument, c'est ce que je dis. Et même, justement, il y a des personnes qui sont… parce que moi, j'estime que n'importe quelle capacité que nous avons développée, soit nous avons le choix, soit on l'utilise pour aller de l'avant, soit on l'utilise pas et on l'oublie en difficulté. C'est ça la différence entre les gens résilients et les gens obligés de réagir. Donc, c'est juste pour compléter ce que tu dis. Alors, Zakia qui dit, elle parle de sensibilité et de sensiblerie. Elle dit que l'un est une face, oui. L'un est une force, l'autre est un frein. Et vous dites les mêmes choses avec les mots différents. Ça, on a compris, on a toujours dit là. On a toujours fait ça, c'est sur YouTube, sur Facebook, tout ça? Oui, sur Facebook, oui. L'acceptation, c'est de la résilience, absolument, absolument. Et donc, sur Fall Fast. Donc, Adil qui parle du Fall Fast. Oui. Oui, mais tu tombes rapidement. Fail first et fail fast. Il a oublié un S dans le… Fail first and fail fast. سي سا هو كنقولها بالعربيه طيح دغيا تنوض دغيا فوالا انا تنقولها ديالي انا ما عرفتش كاينه اونغلي مي مو تنقولها بالدارجه طيح دغيا نوض دغيا قلتيها كازاويه انت ماشي بالدارجه انا قلتها بالكازاويه انا قلتها بالمارشي بار ليكسبيريونس جمع الوقفه فوالا سي سا Très bien. Écoutez, merci beaucoup. C'est vraiment super intéressant. Merci. Donc, on n'a pas vu le temps passer. Si d'autres personnes ont des questions, marhaba. Sinon, je demanderai à mon cher ami de clôturer avec un mot de la fin. Voilà, merci beaucoup Simstafa et je te passe la main pour nous donner le mot de la fin et je dirais encore une fois pour les personnes qui nous suivent, après-demain, ça sera au rôle de Senasrat que je ne connais pas qui va nous parler de stopper la procrastination. Voilà. Procrastination, anglais qui sont intéressés par comment stopper cette procrastination à passer à l'action. Voilà, mercredi prochain à 19h. Merci tout le monde. Simstafa, merci beaucoup. Merci aux personnes qui nous ont honorés aujourd'hui. Et voilà, bonne soirée et à toi Simstafa. Écoute, d'abord, je remercie énormément toutes les personnes qui ont pris sur le temps et encore en tout cas, merci beaucoup pour votre attention, pour vos interactions, c'est très intéressant. Merci beaucoup Fatem Zara aussi de m'inviter et tu sais, toi aussi, j'ai beaucoup de respect pour ce que tu fais. En tout cas, j'espère que ça a été utile, que ça peut ouvrir d'autres pistes. On n'a fait que vraiment survoler le sujet, mais le sujet vraiment vaut la peine d'être creusé. Il y a un autre sujet énorme qui est la résilience des organisations et là aussi, je vous assure que je m'éclate, je commence à travailler dessus. C'est un énorme